Bueno, pues buenas noches, Sandra Bisabona. Hoy estamos aquí con los lectores de Intolerancia Diario para que nos platiques de tu libro Interrupción. Y me gustaría que nos contaras a la audiencia cómo surge la idea de hacer este libro y qué tan difícil fue el proceso de escuchar tantas historias que a la vez son muy diversas. Bienvenue Sandra, enchantée de faire connaissance. J'aimerais que vous disiez à notre public comment est née l'idée de faire ce livre et à quel point le processus a été difficile à l'écoute d'expériences si nombreuses et assez différentes. Alors, le désir de faire ce livre, il est venu de deux façons. La première façon, elle est très personnelle. Elle est que je sentais que j'avais besoin de travailler sur l'avortement que j'avais vécu quand j'avais 16 ans. Et d'écrire dessus m'a permis de faire la paix avec cet événement qui avait été mal vécu et qui continuait à avoir des répercussions dans ma vie. Et puis, vous voulez peut-être traduire au fur et à mesure? El deseo viene de dos razones principales. Una, la primera muy personal, sentí yo que necesitaba trabajar sobre el aborto que tuvo a los 16 años y escribir al respecto le permitió encontrar paz con ese tema, un evento que en su momento vivió muy duro y que todavía tiene repercusiones en su vida presente. Et la deuxième raison, c'est que d'un point de vue plus général et politique et militant, j'étais de plus en plus agacée de constater que les seules personnes qui parlaient de l'avortement étaient soit des hommes, soit des femmes qui n'avaient pas avorté et qu'on entendait très rarement la voix des femmes qui avaient avorté. Ce qui fait que je trouvais que le discours qu'on entendait n'était pas juste, qu'il était faux, qu'on entendait simplement le fait que l'avortement était forcément une grande douleur. Et je savais que ce n'était pas vrai pour l'avoir vécu moi-même lors de mon deuxième avortement. Et donc, j'avais envie qu'on entende enfin une parole juste et qu'on entende celle qui avait expérimenté l'avortement. La segunda razón es que a nivel general de política estaba muy molesta y harta de que quienes hablaran del aborto fueran solamente hombres y no mujeres que hubieran abortado y que dijeran un discurso injusto y falso de que el aborto forzosamente tiene que ser algo doloroso, algo que ella también pudo comprobar en experiencia propia que no es así a partir de su segundo aborto y por tanto quería retomar el orden del discurso y dar la voz a quienes lo tienen que pronunciar. En su opinión, ¿por qué este tabú o este silencio se mantiene dentro de las mujeres? Parte del libro señala que aunque está legalizado desde hace 50 años en Francia, de todas maneras sigue siendo un tema poco abordado dentro de la sociedad, incluso entre mujeres que ya han pasado por este proceso. À votre avis, pourquoi le silence ou le tabou sur l'avortement est-il maintenu, même en France, dont l'avortement est légalisé, on n'y parle pas entre femmes, entre communautés, c'est encore un secret qui se cache. Parce que je pense que l'avortement, comme d'une manière générale, tout ce qui touche au corps de la femme est tabou, qu'on ne parle pas d'avortement, mais qu'on ne parle pas non plus de fausses couches, qu'on ne parle pas non plus de nos règles. Donc déjà, tout ce qui touche au corps de la femme est tabou et tout ce qui touche encore plus à la sexualité de la femme est tabou. Et l'avortement, par définition, c'est un refus de maternité. Et c'est donc l'expression d'une sexualité libre et qui est axée uniquement sur le plaisir. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait ça comme idée sous-jacente qui rôde autour de l'avortement, ça pose un problème. Voilà, déjà, c'est... El aborto en general es un tema del que no se habla porque toca el corazón de la mujer y todo tema que toque el corazón de la mujer va a ser por inercia tabú. No hablamos de la regla, no hablamos del sexo ocasional, no hablamos de nada que toque la sexualidad femenina y el aborto por definición es un rechazo a la maternidad, con lo cual es una expresión de sexualidad libre que se basa en el puro placer y no en la reproducción.
On n'ose pas en parler parce qu'il y a toujours cette idée qui rôde que l'avortement, on aurait commis une faute, qu'on aurait fait quelque chose de pas bien. Et on le vit donc toujours beaucoup avec de la culpabilité et la nécessité de se cacher, comme si on avait fait quelque chose de mal. Tampoco hablamos porque existe una idea de que el aborto es un error que cometimos, algo que hicimos mal y por tanto hay culpa y necesidad de esconderse. El maltrato a las mujeres, la violencia obstétrica, las agresiones y el desdén sobre la decisión que tomaron las mujeres están señalados en diferentes historias dentro del libro. Hay una frase muy importante que señala que despenalizar legalmente no basta. Recientemente en Puebla, en un estado del país de México, los diputados van a discutir la despenalización del aborto. Además de legalizar la interrupción del embarazo, ¿qué se debería incluir en estas reformas? Le mauvais traitement, la violence obstétricale, les agressions, le mépris envers les femmes qui prennent des décisions concernant leur corps continuent et sont présents dans les histoires que vous racontez dans vos livres. Donc, le livre souligne que la dépénalisation légale ne suffit pas. Ici, à Puebla, au Mexique, les députés discuteront de la dépénalisation de l'avortement dans les prochaines semaines. En dehors de la dépénalisation, que faut-il prendre en compte dans la réforme? Dans la réforme? Oui, dans ces réformes de la loi qu'ils vont discuter. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut que la réforme, elle soit portée par des médecins. Et il faut que, je pense qu'en France, on en est là en partie parce que les médecins ne sont pas bien formés à l'avortement. Parce que si en France, on a le problème que l'avortement est un acte qui est... il y a un tarif pour l'avortement qu'on ne peut pas dépasser. Donc, en fait, les médecins, quand ils font ça, ils ne peuvent pas gagner d'argent. Donc, ils le font vraiment d'une façon militante. Et ça fait que l'effet pervers et inverse, c'est que les jeunes médecins ne sont pas forcément attirés par ça. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail à faire au niveau universitaire, au niveau du corps médical, pour faire comprendre aux médecins que c'est important et qu'il y a une dimension humaine qu'il ne faut pas oublier. Et qu'il faut donc toujours mobiliser le corps médical et les étudiants autour de cet acte. Et puis, il faut changer les mentalités aussi. Hay algo muy importante y es que la reforma no debe ser dirigida por médicos. En Francia, los médicos no están bien formados al respecto del aborto ni sensibilizados y tienen el problema de que el aborto es un acto que tiene una tarifa que no se puede superar. No es algo con lo que los médicos se puedan lucrar, entonces lo realizan casi de una manera militante. El trabajo debe ser a nivel universitario y a nivel del cuerpo médico para hacerles entender que es importante y que no deben olvidar la dimensión humana. Es necesario cambiar la mentalidad. Finalmente, me gustaría una reflexión de Sandra Lisabona sobre esta obligación no escrita de las mujeres que parece que tienen que sobresalir en todo, sobre todo cuando deciden no tener hijos. Enfin, elle aimerait une réflexion de vous sur cette obligation tacite de devoir exceller en tout au moment de décider de ne pas avoir d'enfant. J'ai pas compris, excusez-moi. Elle dit que quand on décide de ne pas avoir d'enfant, il existe une attente de la société pour nous faire être excellents en toutes les autres dimensions de la vie parce qu'on a décidé de ne pas être mère. Oui, enfin, il faut qu'on excelle ou qu'on n'excelle pas ailleurs, on nous en voudra toujours de ne pas être mère. Il y a effectivement une injonction à la maternité qui est toujours très forte. C'est en ça que l'avortement pose un problème parce que c'est un refus très affirmé et manifeste du refus de la maternité. Quand on regarde les différentes avancées sur le droit à l'avortement, là en France, il y a une loi qui a été votée il y a 15 jours, 3 semaines, pour augmenter la durée d'avortement. Et il y a une partie des parlementaires qui s'opposaient à ça parce qu'ils estimaient que
avorter plus tard pouvait créer un risque sur des grossesses futures que la femme voudrait. Donc, ça veut bien dire que dans la logique des parlementaires, ce qu'il fallait préserver avant tout, c'était la capacité de reproduction de la femme à l'avenir. Donc, ça veut donc bien dire qu'on a toujours, il y a toujours cette idée que le corps de la femme doit avant tout servir à faire des enfants et que ça reste, même dans les discussions sur le droit à l'avortement, ça reste une préoccupation majeure. Es verdad que debemos ser excelentes siempre, es que existe esa exigencia. Es una exigencia permanente por el hecho de no ser madres y sobre todo por el rechazo tan claro y manifiesto a la maternidad que supone el aborto. Por eso es un problema tan grande. Al ver las diferencias en los avances en la legislación a favor o en contra del aborto, por ejemplo, en Francia vemos que hay una parte, próximamente se van a extender las semanas en las que se permite, el límite de semanas en las que se permite abortar, y en Francia hay una división en el Parlamento donde algunos parlamentarios se oponen a agregar estas 2 semanas porque consideran que existe un riesgo para la fertilidad de la mujer en consecuencia de eso. Entonces, en la lógica de estas personas, hay que preservar la capacidad del cuerpo de la mujer de reproducirse en el futuro. Y prevalece la idea entonces de que el cuerpo de la mujer sirve para hacer niños. Ok, sería todo. Muchas gracias. Ça serait tout. Merci beaucoup. Merci Sandra. beaucoup. Gracias a las dos. Thank you. I'll You're write welcome. you later. Bye. Bye bye.